Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Samuel Doré de Sartorius Tedim, qui est un fabricant qui utilise diverses méthodes de stérilisation et qui est donc particulièrement bien placé pour nous donner un point de vue objectif sur les avantages et les inconvénients des rayonnements ionisants pour la stérilisation. Samuel. Oui, merci Yves. Bonjour tout le monde. Effectivement, je vais vous donner une vue globale effectivement des rayonnements ionisants, comment ils sont utilisés pour la stérilisation, pourquoi ils sont utilisés pour la stérilisation, dans quel contexte ils sont utilisés quand on parle de stérilisation des produits biopharmaceutiques, en vous donnant quelques avantages et inconvénients. Une vue globale avant qu'effectivement mes collègues aillent plus loin dans la description des technologies et des processus liés à la stérilisation. Alors, sans plus attendre, ça va bien marcher, voilà. Donc, effectivement, quand on va parler de produits, de rayonnement ionisant utilisés typiquement pour la stérilisation des produits biopharmaceutiques, on va parler de rayons gamma, de rayons X et de faisceaux d'électrons. Avant d'aller induire quels sont les avantages et les inconvénients, je pense qu'il faut remettre ça en perspective. Qu'est-ce qu'un produit biopharmaceutique et pourquoi finalement on a besoin de stériliser ces produits biopharmaceutiques derrière? Comment ils sont utilisés brièvement avant d'attaquer, comme j'ai dit, avantages et inconvénients. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit biopharmaceutique? Tout le monde a en tête, bien sûr, tout ce qui est produits pharmaceutiques, tout ce qui peut être petites molécules, tout ce qui peut être comme les aspirines, le paracétamol, principalement, qui sont synthétisés par des voies chimiques et dont l'administration est principalement orale. Donc là, c'est vraiment pas le focus des produits qui sont utilisés dans la production de biopharmaceutiques. Les biopharmaceutiques, ce sont des grosses molécules, des très grosses molécules qui ne sont produites pas par voie chimique, mais par voie biologique. C'est-à-dire qu'on va demander à des cellules modifiées de venir fabriquer la molécule thérapeutique d'intérêt. Et ces molécules, ces produits actifs sont principalement administrés par voie intraveineuse. Alors, le gros avantage de ces produits-là vis-à-vis des petites molécules, c'est ils ciblent beaucoup plus efficacement les cellules défectueuses en évitant les effets secondaires. Et l'un des produits phares, enfin des traitements phares, c'est tout ce qui est, on va dire, anticancéreux, rhumatisme et sclérose en plaques. Et bien sûr, tous les nouveaux vaccins que nous avons entendu parler lors de ces dernières années. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, c'est comparé d'une voie chimique, la production de ces molécules d'intérêt, de ces grosses molécules, implique de nombreuses étapes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner, effectivement, vous pouvez voir il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'étapes et qu'à chaque étape, nous utilisons des produits de différentes tailles, de différentes fonctionnalités, de différentes complexités, de différentes densités. La particularité ou le point commun de tous ces produits est qu'ils sont stériles. Vous imaginez bien sûr, avant l'administration dans le corps humain, il faut qu'il n'y a pas de contamination croisée et il faut éviter tout au long du processus de fabrication qu'il y ait une pollution, une contamination qui viennent, on va dire, s'accumuler au fur et à mesure du process. Donc pour cela, nous devons vendre des produits stériles. Donc cette stérilisation se fait typiquement par rayon gamma, va bien sûr se faire plus en plus par rayon X et un petit peu par électron un peu plus tard. Alors, du coup, le but, bien sûr, de l'utilisation de tous ces rayonnements est le même à chaque fois, c'est d'amener à la stérilité, c'est-à-dire à la destruction des micro-organismes, tout en empêchant, en fait, les méthodes de reproduction en cassant l'ADN. Donc, il faut bien sûr prendre en compte que la compatibilité, c'est un des points clés, bien sûr, à prendre en compte lorsque les produits à stériliser en dehors de l'aspect microbiologique doivent effectivement être compatibles avec la stérilisation par rayonnement gamma, X et E-beam à la fin. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est validation de la stérilité doit bien sûr suivre toutes les recommandations
de l'ISO 1137 et je pense que certains de mes collègues vont aller un peu plus en profondeur là-dessus. Mais c'est effectivement un prérequis important. Donc, un des gros avantages, on va dire, on peut citer de la stérilisation par rayonnement, on va dire, ionisant, et bien sûr, sa facilité. Comme je vous ai dit, les produits peuvent être de différentes formes, différentes densités, différentes configurations et différentes hétérogénéités à la fin. Donc, du coup, l'utilisation des rayonnements ionisants nous offre à la fin une grande flexibilité. Soit on peut avoir bien sûr un seul produit sur une palette qui couvre tout le volume de la palette. On peut avoir différents produits de différentes configurations sur la palette, différentes densités. En fait, on peut avoir une très grande flexibilité et lors des dose mapping, tout ça bien sûr contrôlé. Donc ça veut dire qu'on peut traiter des palettes entières, que ce soit par rayon gamma ou par rayon X, ce qui n'est pas le cas par contre pour le rayon faisceau d'électrons. Deuxième gros avantage, c'est que l'élévation de température de l'ordre d'utilisation des rayonnements gamma X est faible. Donc, du coup, on n'a pas de dégradation liée à l'élévation de température pour nos produits qui peuvent être plus ou moins sensibles. Il y a des matériaux qui résistent très bien à la chaleur jusqu'à 120 degrés, mais par contre, il y en a des matériaux qui, à partir de 40 degrés, se déforment et perdent toute propriété, plutôt toute performance lors de l'utilisation chez nos clients. Le grand avantage aussi des rayonnements, bien sûr, ionisants, c'est qu'ils peuvent être directement stérilisés à travers les emballages. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin d'un blister. Et donc, ça veut dire que derrière, ils peuvent être maintenus stériles tout au long de la durée de vie. Typiquement, on va dire entre 2 et 3 ans, suivant la qualification, suivant les produits, suivant l'utilisation, post-irradiation par derrière. C'est bien sûr un processus qui est bien connu, qui est bien maîtrisé, tout à fait répétable depuis, on va dire, des dizaines d'années. Et enfin, le dernier gros avantage d'utilisation des rayonnements, on va dire ionisants, c'est qu'il n'induit pas de résidus dans nos produits. Un très très gros avantage là-dessus. Bien sûr, en contrepartie, il faut prendre certaines précautions. On sait très bien que, en dehors de la destruction des micro-organismes, ça peut induire certaines modifications au sein des matériaux. C'est vraiment un point à considérer. Je vous ai montré 2 exemples, jaunissement, fragilisation, création d'odeur, etc. Mais c'est quand même un point très important de regarder la compatibilité des matériaux vis-à-vis de cette méthode de stérilisation. On sait très bien que ça dépend aussi des formulations, des produits, des plastiques et des matériaux en général. Et aussi, un des inconvénients, c'est qu'une méthode assez onéreuse à la fin pour nous, par exemple. Alors, je ne vais pas revenir, je pense, dans ce détail-là, mais du coup, je pense que certains de mes collègues vont plus ou moins parler, mais ça reprend tout ce que nous avons dit en termes de considération à prendre en compte lorsque nous devons choisir l'une ou l'autre des techniques, à savoir la température, le résidu, la compatibilité et bien sûr le coût derrière. Donc, pour conclure sur ma partie, avant de donner la main à mes collègues, donc c'est une méthode de stérilisation qui est très efficace. Donc du coup qui est avec une forte flexibilité de pouvoir passer à travers les emballages et tous les packaging et pouvoir traiter dans le cas des rayons X et gamma des palettes entières. Donc bien sûr, il faut prendre en considération le choix des matériaux. C'est comme la compatibilité est très important. Il faut prendre en compte donc du coup l'application visée derrière. Et bien sûr, tout ça est régi. Toute la microbiostérilité est régie par le standard ISO 1137. Voilà, donc si à la fin de ma présentation, vous avez des questions à la fin de ce webinaire, je pourrai y répondre. Merci à vous et je passe la main à mon autre collègue. Merci Samuel. Alors, le suivant, c'est Sofiane Aloul de chez Steris. J'aurais peut-être je me vais permettre une question. Quel est le principal facteur dictant le choix de la méthode de stérilisation pour un fabricant comme Sartorius Steris? Question Samuel, évidemment. Ouais, je pense qu'il y a le plus gros choix, ça reste la possibilité de traiter des palettes, quand même. Ça, c'est le plus gros choix d'avoir parce que du coup, on peut avoir des gros volumes, des très gros produits qui tiennent sur 2 mètres cubes. Donc, il faut pouvoir traiter des palettes entières et d'avoir de la flexibilité derrière. Et donc, du coup, bien sûr, traiter des palettes entières, c'est possible aussi, par exemple, avec l'oxyde d'éthylène. Oui, mais ça produit des résidus.
D'accord. Et comme j'ai dit au début de ma présentation, nos produits sont fabriqués par des cellules, et les cellules n'aiment pas trop l'excité d'éthylène. Ironiquement, pas du tout. Très bien. Parfait. Donc, la transition est faite pour Sophie Rouif de chez Ionisos. Alors, Ionisos, c'est vraiment un pionnier mondial de l'irradiation, et en particulier de l'irradiation gamma. C'est vraiment été une des toutes premières sociétés, je crois qu'on peut dire la première société au monde, offrant un service de stérilisation à façon dans leur installation de Dagneux dans l'Ain, on va dire en 1960. Donc, ça ne nous rajeunit pas. J'étais né, mais j'y étais pas. Donc, Sophie va nous parler de la stérilisation par électrons accélérés et rayons X. Toi, Sophie. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour ce webinaire. Donc, je suis Sophie Rouif, je suis responsable recherche et développement chez Ionisos depuis 25 ans maintenant. Et donc, on est membre de FRI, on fait partie de groupes de travail et puis on est heureux comme aujourd'hui de présenter nos activités et en focalisant cette fois-ci sur les électrons accélérés et les rayons X. Je vais commencer par une présentation et une introduction d'Ionisos. Donc, quand je suis arrivée, moi, chez Ionisos en 2000, nous étions 80 personnes uniquement sur la France. Il n'y avait pas de site à l'étranger. Maintenant, nous existons depuis 60 ans et nous sommes maintenant 300 personnes réparties sur 10 sites en Europe, dans 5 pays différents. Et donc, on met en œuvre des technologies de stérilisation, donc par le gaz, oxyde d'éthylène et par les 3 techniques d'irradiation, électron beam, gamma et X-ray. Donc moi aujourd'hui je vais focaliser sur les sources électriques des rayonnements ionisants par opposition aux rayons gamma qui sont à partir d'une source radioactive. Donc on trouve les 2 types de sources, les beams et les rayons X. Donc dans le cas des électrons accélérés, en fait, on a une cathode qui est soumise à une très forte tension, très forte température, qui émet des électrons. Il y a ensuite une anode qui attire les électrons, il y a une tension accélératrice, et ainsi on fait des faisceaux d'électrons. La tension accélératrice va aller de quelques kilovolts à électronvolts à plusieurs méga-électronvolts. Donc plus elle va être importante, plus les électrons auront de l'énergie et plus ils seront pénétrants. Et donc nous, chez Ionisos, on exploite des électrons accélérés d'énergie 10 méga-électronvolts qui permettent le traitement de carton, de colis, et qui donc est la plus forte également énergie possible à l'échelle industrielle, sans qu'il y ait d'interaction possible avec le noyau des atomes, qui est que des interactions avec les nuages électroniques et qui n'y ait pas d'induction de radioactivité dans les produits. Donc comme disait Samuel, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de radioactivité induite lorsqu'on traite par les rayonnements ionisants. Ensuite, la technologie rayons X, elle va partir toujours d'un électron, d'un accélérateur d'électrons, avec des électrons qui vont venir frapper une cible. Et lorsqu'ils frappent cette cible, ils sont transformés en rayons X, ils émettent des rayons X. Et eux vont être un rayonnement électromagnétique, contrairement aux électrons qui, eux, sont chargés et massiques. Et les rayons X vont être beaucoup plus pénétrants. C'est comme des photons gamma. Et on va pouvoir traiter avec une machine RX des palettes complètes. Alors après, on a une énergie maximum des électrons utilisés qui, elle, ne va pas dépasser 7 méga-électronvolts, parce que si on va au-delà, on risque de générer de la radioactivité au niveau de la physique des rayonnements. Donc aujourd'hui, les machines rayons X sont des accélérateurs d'électrons permettant d'obtenir des rayons X sont limités à 7 méga-électronvolts. Donc là, je vais vous montrer une vidéo concernant le fonctionnement d'un accélérateur d'électrons. Donc on a la partie, à l'étage, au niveau supérieur, on a la partie génération des électrons et section accélératrice.
La section accélératrice aboutit sur un cornet de balayage. Et le cornet de balayage, le faisceau d'électrons balaye via ce cornet des produits qui défilent dessous au moyen ici d'un convoyeur à rouleau. Donc on peut, là on ne voit qu'un seul carton passer, mais on peut balayer jusqu'à 1 mètre de large, ce qui fait que sur une installation industrielle, on a des bras robots qui peuvent prendre toute une couche de colis venant d'une palette, le déposer sur un plateau, comme un carrière, comme on disait tout à l'heure, et ce plateau va défiler et on va pouvoir traiter 1 mètre de large dessous. Et on va aussi avoir un traitement biface pour améliorer la répartition de la dose, et on a des retourneurs automatiques des plateaux. En rayons X, maintenant, on a un cornet de balayage qui est horizontal et non plus vertical. Donc ici, il y a la génération des électrons. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez il faut que je prenne un pointeur pour montrer. Donc, génération des électrons, section accélératrice, ici la cible, et ici le cornet de balayage, mais pour les rayons X. Et on fait défiler devant des grandes nacelles dans lesquelles on peut mettre des palettes jusqu'à 2 mètres de haut, même 2 mètres 20 sur notre installation. Donc ici, ça fait 1 mètre 20, 1 mètre de profondeur, 2 fois 2 mètres de haut. Et vous voyez ici également, lorsqu'on a des palettes qui font moins de 2 mètres, on a des plateaux adaptatifs en hauteur et on peut recentrer la charge à traiter de façon à aussi réduire le rayon l'amplitude du cornet de balayage, l'angle de balayage, et optimiser le traitement en termes de vitesse de traitement et de charge irradiée. Donc notre installation RX, je n'ai pas de film parce qu'elle est toute nouvelle, elle est en construction à Henryville dans l'est de la France. Elle sera opérationnelle cet été, mais elle commencera à faire des traitements industriels en début d'année prochaine. Elle aura une capacité jusqu'à 50 000 palettes par an. On pourra utiliser 2 niveaux d'énergie pour les électrons de départ, 5 mégaélectronvolts pour être conforme à la réglementation européenne qui s'applique aux produits agroalimentaires, mais surtout aux aliments pour animaux de laboratoire, qui est une grosse activité. Et ensuite, on pourra utiliser l'énergie 7 mégaélectronvolts pour tous les autres produits, dont les dispositifs médicaux, les produits pharma, les emballages, les produits de bioproduction. Donc, les dimensions des palettes, c'est 1 mètre sur 1 mètre 20 jusqu'à 2 mètres 20 de haut et 1 tonne 100 qui peut être acceptée. Donc, les machines, les technologies d'irradiation basées sur les machines, sur la source électrique, par opposition effectivement aux rayons gamma, elles sont quand même faciles et rapides à implanter. Parce qu'un irradiateur gamma passe par un décret auprès de l'Assemblée nationale, notamment en France. C'est une installation nucléaire de base, alors que les machines, les sources électriques, elles, vont être plus rapides à pouvoir implanter. Donc en 18 mois, on peut installer un tel site, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se développe, comme le disait tout à l'heure Sofiane. On peut avoir, donc, en ayant à la fois l'IBIM et aussi des RX dans des centres de service, en fait, on peut avoir des hauts niveaux de délivrance de dose. On peut délivrer de la dose très, très rapidement. On a, par exemple, pour l'IBIM, des débits de dose qui sont de l'ordre de 300 kg par minute. La dose, il faut savoir que pour stériliser du matériel médical, il faut une dose de 25 kg. Donc 25 kg correspond à 25 kJ d'énergie par kilogramme de matière. En rayons X, on a un débit de dose moindre, on est entre 20 et 80 kg par heure, mais on est plus élevé qu'en gamma où on est entre 1 et 5 kg par heure. Mais bon, en gamma, vous avez pu le voir, tous les produits qui tournent en même temps autour de la source reçoivent le rayonnement, alors qu'en X-ray, on a la nacelle à l'instant T qui est traitée, et en IBIM, on a le plateau qui passe dessous. Donc, on a des temps de défilement, par exemple, en IBIM, qui sont de l'ordre du mètre par minute.
Dans le cas du X-ray, on a la possibilité, il faut qu'on traite sur les deux faces aussi. Donc on a un retournement de la nacelle et on a aussi une permutation entre la partie haute de la nacelle et la partie basse, parce qu'on n'est pas sur des sources débordantes, comme le disait tout à l'heure Sofiane. Donc lorsqu'on traite une palette en X-ray, il faudra minimum 4 passages dans l'installation. Voilà. Donc on a des grandes, quand on a à la fois du Libim et du gamma, on a des capacités différentes et avec des grandes capacités de pénétration, puisque le X-ray donc peut traiter de la palette complète. Et dans tous les cas, on peut optimiser en Libim. Si on n'a pas 1 mètre de large à traiter, on peut réduire la largeur de balayage. Et pareil donc en X-ray en jouant avec les plateaux adaptatifs. Après, ces installations de sources électriques, elles ont aussi un gros avantage aujourd'hui, c'est qu'elles nous permettent de faire de grandes performances en termes de développement durable, parce qu'on a pu équiper nos installations avec des panneaux photovoltaïques. Donc le site d'Henryville pourra produire jusqu'à 20% par lui-même de sa consommation électrique. On va répondre aussi à un standard élevé, niveau 5/6, niveau excellent de tout ce qui est usage de l'énergie et de manière à avoir des sources utiliser le moins possible de sources de carbone, on va dire, et mettre le moins de CO2 possible et être le plus décarboné. Donc et puis on a aussi fait un gros travail sur l'isolation de l'installation également, et surtout réduire le plus possible les consommations électriques. Donc la construction avait commencé en septembre 2023, et donc le site va être bientôt opérationnel pour cet été, et on sera tout automatisé. On sait déjà qu'on pourra produire les 20% de notre... produire jusqu'à 20% de notre consommation électrique, parce qu'en fait, on l'obtient déjà sur notre site de Tarancón en Espagne, où on a plein de panneaux photovoltaïques sur le toit, et on a vraiment atteint déjà ces performances. Et là, on a une certification en termes de bas niveau carbone ISCC. Enfin, je vais conclure sur l'évolution des différentes technologies. Donc, encore jusqu'à quelque peu de temps, quand on regarde le marché de la stérilisation, on a une grosse partie d'oxyde d'éthylène et d'irradiation, essentiellement gamma. Ici, c'est des sources où il y a aussi la chaleur qui est indiquée. C'est une source que j'ai trouvée au niveau d'une étude de marché qui est assez récente, puisque c'est 2024. Mais on est quasi équivalent entre l'oxyde d'éthylène et les rayons gamma. On a toujours été, oui, c'est vrai, jusqu'à ces années-là, 50-50 irradiation oxyde d'éthylène, et au sein de l'irradiation, 80% quasiment que de gamma. Et aujourd'hui, la tendance, c'est que l'oxyde d'éthylène va peut-être diminuer, l'irradiation va augmenter, et au sein de l'irradiation, on aura de plus en plus les sources électriques. Et quand on regarde chez Ionisos la répartition des différentes technos en fonction du nombre de sites, sur un nombre de sites, en fait, on voit qu'on est vraiment dans des bonnes proportions, puisqu'on a ici les électrons, 4 sites d'électrons accélérés, autant en oxyde d'éthylène, une proportion équivalente gamma-électrons. Et puis au niveau de rayons X, on est sur des proportions qui correspondent à peu près à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on est vraiment prêt chez Ionisos aujourd'hui avec nos multimodalités. On va vraiment continuer à investir sur les 3 types de technologies avec nos multimodalités. On est prêt à répondre aux demandes du marché. Et donc voici la répartition de tous nos sites en Europe. Et je vous remercie de votre attention, et je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Merci Sophie. J'ai encore abusé de mon privilège pour une petite remarque. La diapo que tu montrais l'avant-dernière, en fait, le mot de stérilisation est employé, mais
Ionisos a une activité plus que significative aussi dans le domaine de la modification des polymères. Oui, on est aussi en réticulation. Oui, Les sources électriques sont très utiles pour la réticulation parce qu'en voilà. fait, la réticulation, elle requiert des doses bien supérieures. C'est souvent pas 25 kg, mais plutôt 100 kg minimum. Et les sources électriques répondent vraiment à ce besoin. Oui, tout à Et fait. voilà. OK. Merci, Sophie. Je vous en Euh, prie. je voudrais... oui, on reparlera peut-être ultérieurement de la limite maximum d'énergie pour clarifier un peu, notamment euh, avec cette nouvelle version de la norme ISO 11137. On reviendra peut-être dessus. Passer maintenant la parole à Florent Kuntz de chez Aerial près de Strasbourg, qui va nous parler de la validation. Florent. Donc bonjour à tous. Un petit mot sur Aerial quand même. Aerial, c'est quoi? C'est un centre de ressources technologiques qui est labellisé par différents ministères, mais qui est aussi depuis 2016, pardon, un centre de collaboration de l'AIEA. Et on est très fiers d'avoir été désigné auprès de l'AIEA comme centre de collaboration. Collaboration qui ne s'arrêtera pas en 2025 puisqu'on a redemandé une qualification pour les 5 prochaines années. L'objectif d'Aerial, c'est quoi? C'est d'aider nos partenaires, nos clients, les entreprises du domaine pour ce qui concerne mon activité ici, radiation, dosimétrie, d'aider à implémenter la technologie, de contrôler la technologie, de réaliser une bonne dosimétrie en accord avec les documents de qualification qui sont nécessaires et surtout dans le domaine du dispositif médical et des produits pharma, etc. Donc, on va parler de validation et en fait, voir un peu comment on contrôle le procédé d'irradiation depuis la qualification d'une installation d'irradiation jusqu'à la libération des produits au regard des documents qui sont à notre disposition. Je crois que Soufiane l'a déjà listé, Sophie aussi, la 11137, la nouvelle version avec cette évolution en énergie, mais il n'y a pas que ces évolutions-là. La 11137.3 qui est typiquement un guide qui concerne le contrôle du procédé d'irradiation et ensuite la 4 qui donne donc c'est un TS, un Technical Specification qui est aussi lié au process control. Il y a d'autres documents que j'aime bien mentionner qui sont des documents ASTM qui ont beaucoup plus d'informations, qui contiennent beaucoup plus d'informations techniques sur les procédés, les technologies d'irradiation. Vous voyez toute la ribambelle ici. Donc des normes ASTM ou ISO ASTM. Bientôt ce sera ASTM sans le terme ISO. Il y a une évolution dans ce domaine-là aussi. Et si vous n'êtes pas membre de l'ASTM, c'est pas très cher, c'est pas cher du tout, 100 €, 110 € par an, et vous avez droit non seulement à ces normes-là, mais à une vingtaine d'autres normes liées à la dosimétrie, au contrôle du procédé. Donc c'est vraiment intéressant comme adhésion. Alors, que nous dit la 1137? On nous dit déjà que pour qualifier un produit, il nous faut un procédé, il nous faut la dosimétrie. Il nous faut des dosimètres, un système dosimétrique, une traçabilité, un étalonnage. Et il faut évaluer les incertitudes qui sont souvent liées à des variations de la réponse des dosimètres qui sont intrinsèques aux dosimètres qu'on choisit. Alors, tous les dosimètres ont
ce qu'on appelle des quantités d'influence, et du coup, l'incertitude dépend fortement de ces quantités d'influence. Aujourd'hui, le meilleur dosimètre en termes de reproductibilité et précision au sens général, c'est l'alanine. C'est pour ça que nos amis de Stéris, Ionisos et autres Stérigenics utilisent l'alanine comme dosimètre aujourd'hui. Qualification du procédé, ici c'est la démarche classique, IQ, OQ, PQ, donc la QI c'est vraiment validation de votre document de spécification. On ne fait pas souvent de dosimétrie dans la QI. La dosimétrie vient surtout dans la qualification opérationnelle. On a besoin de montrer que ce qui est en place, c'est bien, réalise bien ce qu'on souhaite en termes de dose et de capacité de production, etc. Mais non seulement. La qualification opérationnelle permet aussi d'apprendre, alors ça c'est peut-être pas pour Stéris Ionisos, des gens qui connaissent la technologie sur le bout des doigts, mais d'apprendre à utiliser son installation, de comprendre comment ça marche, quels sont les paramètres qui ont une influence sur telle ou telle dose ou telle distribution de dose, etc. Et aussi, la QO permet, après une modification, un changement, une maintenance, de vérifier que mon process est toujours équivalent à ce qu'il était avant et que je peux continuer à produire sans refaire des mappings, des doses mapping dans le cadre de la QP pour tous mes produits. Et donc la QP, effectivement, c'est la fameuse évaluation de la distribution de doses. Et c'est là qu'on va démontrer que les prestataires d'irradiation vont démontrer si oui ou non ils peuvent irradier le produit selon les spécifications que le fabricant du dispositif ou du produit pharma ou biopharma lui ont donné. C'est vraiment là, lors de la QP, c'est une des conclusions. Voilà, je peux pas irradier dans les conditions que vous me demandez. Et si je peux irradier, voilà les paramètres d'irradiation. Donc, dans la démarche, évidemment, il faut connaître les limites ou l'intervalle acceptable de comment on va irradier le produit. Alors, on parle évidemment de dose, c'est le paramètre qui va contrôler le process. Pour différentes applications, il y a différentes doses. Moi, j'aime bien parler de dose pour le purpose, pour l'objectif en général. Pour la stérilisation, c'est la dose de stérilisation d'ester. C'est la dose à atteindre pour que le produit, effectivement, soit stérile. Et il faut aussi connaître et définir la dose maximale qui soit acceptable pour ce produit, pour qu'il n'y ait pas d'effet délétère sur ce produit si on l'irradie dans les conditions classiques en routine. Ensuite, on l'a vu, il faut qualifier le process, réaliser les cartographies de dose, définir les paramètres d'irradiation. Et puis ensuite, en routine, sachant qu'on ne peut pas mettre de dosimètre dans tous les cartons, toutes les palettes, eh bien on utilise un dosimètre qu'on appelle un dosimètre de surveillance. C'est ce dosimètre de surveillance qui va être le juge de paix, qui va nous permettre de libérer le produit. Et de temps en temps, assez régulièrement, c'est ce qui est recommandé, il faut s'assurer que le process est effectivement stable, toujours efficace. Et donc, on requalifie partiellement, ça peut être les audits de dose, ça peut être la qualification opérationnelle, voilà. Et puis, évidemment, s'il y a un changement, il faut refaire les qualifications. Donc, dans ce procédé d'irradiation, ce sont ici, en résumé, les étapes importantes pour qualifier le process et pour s'assurer que ce procédé de radiostérilisation soit sous contrôle. Alors, on a parlé de dose. Pour
toutes les applications, effectivement, il y a une dose. Toutes les applications sont contrôlées par cette fameuse dose absorbée. Je ne pense pas que quelqu'un ait donné la définition, donc je tente au risque de vous embêter. Donc c'est l'énergie, la dose, c'est l'énergie qu'on transmet à une unité de masse de matière. Donc souvent on parle de kilogré, c'est des kilojoules par kilogramme de matière irradiée. Pour certaines applications, évidemment la dose permet de contrôler cette application, mais le débit de dose est important aussi. On parlait tout à l'heure des applications dans le domaine des polymères. Oui, le débit de dose peut avoir un impact important, mais il ne sera jamais que secondaire par rapport à la dose absorbée, par rapport à l'énergie qu'absorbe le matériau. Et donc, pour chaque application, il faut définir, je me répète, mais c'est vraiment important, la dose pour la fonction qu'on va rechercher, donc dans notre cas aujourd'hui la stérilité, qui est cette dose minimale à atteindre, et la dose maximale à ne pas dépasser. Et ces deux doses-là sont typiquement ou spécifiquement liées à un produit donné. Ensuite, quand on va aller voir le prestataire d'irradiation, lui, au regard de ces doses-là, il faut qu'il montre que la dose minimale qui va être envoyée sur sa palette, on voit ici un exemple de notre installation rayons X, il va s'assurer que la dose minimale dans la palette soit au moins égale à la dose de stérilité ou la dose pour l'objectif à atteindre, et que de l'autre côté, la dose maximale ne dépasse pas la dose maximale acceptable. Il me semble que c'est Sofiane qui a défini la notion de DUR, Dose Uniformity Ratio, qui est le ratio entre la dose maximale et la dose minimale. Et donc, le prestataire d'irradiation, comment il assure ça? C'est à travers l'AQP. Et puis, il va le surveiller pendant tous les process de routine avec un dosimètre de surveillance qui va placer à un endroit donné le plus stable possible, qui va donner l'information la plus stable possible et l'information finalement de ce qui est envoyé sur le produit, pas de ce qui est absorbé par le produit, mais l'information de ce qui est envoyé, du rayonnement envoyé sur le produit. C'est ça l'intérêt de la dose de surveillance. Alors, en termes de dosimétrie, de mesure de dose, finalement, il y a deux aspects, et on a déjà un petit peu évoqué. Il y a la mesure physique. Si on regarde une définition assez générale de la dosimétrie, c'est la mesure, le calcul et l'évaluation de la dose absorbée. Ça, la dosimétrie. On peut le faire avec des mesures physiques, on peut le faire avec des simulations, des outils de simulation. Monte Carlo en général. Juste pour replacer les choses, c'est quoi un dosimètre? On a la définition en haut à gauche, c'est un dispositif, un matériel qui, après irradiation, va être modifié et dont la réponse, donc la propriété qui a été modifiée, la réponse est mesurable, reproductible. Donc on peut évoquer des changements de couleur, comme sur la photo là en haut, des dosimètres qui deviennent roses, des dosimètres qui deviennent bleus, des changements de température, des variations de température, la calorimétrie, de conductivité pour certains dosimètres liquides. Après ça, avec un dosimètre, on ne fait pas grand-chose. Il faut, pour mesurer une dose, un système dosimétrique. Et le système dosimétrique comprend évidemment le dosimètre, mais aussi l'équipement de mesure. Dans ce cas ici présent, c'est un spectrophotomètre qui mesure une variation de couleur. Il faut un étalonnage parce que une variation de couleur ou une absorbance n'a rien à voir avec des joules par kilogramme. Donc, il faut faire correspondre ou créer la relation entre l'absorbance et la dose. Donc, il faut un étalonnage et puis, évidemment, tous les documents d'utilisation du système. Et ces quatre composantes
permettent de définir le système dosimétrique. Donc ça, c'est pour la partie physique, mesure physique de la dose. On a parlé un peu de Monte-Carlo. Alors Monte-Carlo, la simulation Monte-Carlo, on peut l'utiliser pour plein de choses. Je pense que Sophie ont mentionné un certain nombre de choses ici. Ce que je voulais, il manque quelque chose, voilà. Ce que je voulais simplement dire ici, c'est que aujourd'hui, il y a des outils qui sont plus ou moins complexes. Vous voyez un écran de RayXpert, même 2 écrans de RayXpert. Il y a d'autres, donc le logiciel de Trad. Il y a un produit là qui a été simulé avec Géant, etc. Il y a beaucoup d'outils, mais même si la version de 11137 mentionne la simulation comme un outil d'aide pour la dosimétrie, aucun de ces outils est vraiment qualifié, validé. Donc on a encore beaucoup de chemin pour valider ces outils de simulation, mais c'est une aide, et c'est une aide très précieuse, pas forcément pour les photons, mais surtout pour les faisceaux d'électrons, qui, comme vous le savez, ont une masse et une charge, et donc ils sont absorbés très vite dans la matière, et donc les gradients de dose sont très très importants. Et ici, je vous donne juste un exemple d'un produit qu'on a modélisé ou qu'on a simulé. Donc c'est un produit de Merck, des séries tests, où l'on voit, ça c'est une simulation avec Géant 4, on voit en bleu les zones où les doses sont minimales, et en rouge les zones de dose maximale. Donc rien que ça nous permet de définir où on va positionner les dosimètres. Mais voilà, c'est une aide. Il y a encore énormément de questions et beaucoup de qualifications à faire. Et je crois que c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Florent. Ben, on est arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes? Je n'en vois pas là pour l'instant. Moi j'en ai une quand même. Nathalie a levé la main. Nathalie, Nathalie, je ne l'ai pas vue, pardon. Je suis là aussi. Vas-y Nathalie. Si je peux juste réagir à la dernière partie de ta présentation, Florent, sur la validation, parce qu'on a l'impression que c'est les codes de calcul qui ne sont pas validés. Je pense que les codes de calcul, aussi bien RayXpert que Géant 4, ils sont validés par rapport à la physique. Par contre, ce que tu veux dire, c'est validé par rapport au process et aux normes de stérilisation. Oui. Parce qu'on a fait quand même quelques comparaisons, mesures et simulations qu'on collait. Il y en a encore où on doit creuser et expliquer les écarts, mais les codes de calcul par eux-mêmes, ils sont validés. C'est plus la comparaison de la mesure et l'application dans la stérilisation et dans les normes que tu voulais dire. Tout à fait. Merci pour la précision, oui. Effectivement, les résultats, alors il y a beaucoup d'équipes qui essaient de comparer simulation à la mesure, et ça marche relativement bien. Maintenant, franchement, je crois qu'on a beaucoup d'améliorations à apporter aussi aux données d'entrée dans ces outils de calcul. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a un faisceau d'électrons de 10 MeV, on ne connaît pas le spectre en énergie du faisceau. Le spectre en X, on ne le connaît pas. On le sait, on le connaît à peu près. Mais on sait que 100 keV une incertitude de 100 keV en rayons X va nous donner une différence de dose de 3%. C'est énorme. Donc on a beaucoup de travail encore à faire au niveau des données d'entrée, de la précision des données d'entrée sur les installations industrielles, je parle. Peut-être qu'en radiothérapie, ils sont plus précis, quoique ils ne mesurent pas non plus le spectre de rayons X. Mais oui, la validation, c'est vraiment la validation du résultat au regard des normes qu'il s'agit de suivre. Bien, conversation intéressante, mais qu'il faut interrompre. Je vais juste rebondir sur le mot norme.
On a parlé donc de la norme ISO 11137 qui régit les activités de stérilisation. Alors, une version nouvelle vient d'être publiée en cette année 2025 qui introduit des évolutions extrêmement intéressantes, hein, notamment en ce qui concerne les limites d'énergie pour les faisceaux d'électrons et les rayons X, un certain nombre de simplifications des exigences en dosimétrie, un peu plus de flexibilité pour les audits de dose, des nouvelles options pour la méthode VDMAX, et puis aussi, très intéressant, l'utilisation hors du secteur médical, donc la possibilité d'utiliser cette norme ISO 11137 dans d'autres domaines comme l'alimentaire pour le cannabis ou la modification de matériaux non médicaux. Voilà. Eh bien, je veux remercier les participants. Je trouve que leur prestation a été remarquable et qu'en une heure, on a vraiment couvert beaucoup de choses et de façon à la fois digeste et quand même avec un bon niveau de détail. Alors, ce que je voudrais conclure en insistant sur le fait que France Rayonnement Ionisant se propose, en liaison avec ses différents membres, évidemment, d'offrir des formations dans divers formats hein, qui seront adaptés à la demande, qui peuvent varier en durée. Ça peut être du distanciel, du présentiel, pour une seule entreprise, pour plusieurs entreprises à la fois, mais toujours en français. Donc, si une formation vous intéresse, merci de contacter l'association. Il y a un email pour ça, c'est contact@france-ri pour rayonnement ionisant.fr. Voilà. Et vous nous envoyez vos demandes et nous les traiterons. Alors, pour finir, notez que les 2 prochains webinaires présenteront l'offre française qui est abondante et variée, des tests sous rayonnement ionisant. Donc, le 23 septembre, nous présenterons l'offre en rayonnement gamma et le 28 octobre, ce sera l'offre française en accélérateur. Qu'on se le dise. Juste, Yves, on peut juste ajouter que tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'association, il y a toutes les infos sur le site pour devenir adhérent. Excellente remarque de notre trésorière, Nathalie, que je félicite pour cette intervention très pertinente, en rappelant le site qui est donc france-ri.fr. Merci, bon après-midi. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Oui, au revoir.